Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Scorpions, Still Loving You. Il y a un contexte de cette pièce qui se retrouve dans le livre « Un jour, j'ai pu m'envoler » de Marie-Ève Martel. Marie-Ève, qui est journaliste professionnelle depuis près de 15 ans maintenant, a publié 4 ouvrages sur le journalisme: Extinction de voix, sur l'information régionale, Privé de sens, sur l'accès à l'information, Prendre parole, lettre de la plus si jeune relève journalistique et Pas de lapin dans le chapeau. Donc, tous des ouvrages très publics, très reliés au monde de l'information, du journalisme et de l'éthique journalistique. Mais en septembre, elle lançait son 5e livre. Et assurément, le plus intime, Le jour où j'ai pu m'envoler, ce jour-là est celui du décès de sa mère Martine. Marie-Ève Martel avait 25 ans, une mère aux problèmes de santé mentale, l'alcoolisme, divers problèmes d'attachement aussi. Alors, c'est pas Jojo, mais Marie-Ève Martel, on va trouver la lumière dans cette entrevue. Bonjour! Bonjour Valérie. Alors, on se connaît toutes les deux, hein, et faut le dire, au fil des ans, là, par la communauté journalistique. Je suis certaine que, comme beaucoup de gens de ton entourage, évidemment moins proche, mais peut-être élargi, parce que tu connais beaucoup de monde dans la vie. Je savais pour le décès tragique de ta mère, mais jamais tu t'es livré autant. Même si c'est bouleversant à entendre pourquoi son décès là, t'a permis cette forme de libération que tu partages aujourd'hui. Exactement. Ben, mon histoire, je m'en suis jamais cachée, Valérie. C'est juste que, tu sais, j'en donne pas nécessairement les détails parce que c'est pas la chose que je mets de l'avant quand je rencontre des personnes. Hein. J'ai plein de projets, je suis une personne à part entière. Mais en fait, ce projet-là, ça a commencé vraiment à titre de journal intime. J'ai confié des choses à partir du moment où ma mère est décédée. Et puis là, ben après 10-12 ans de rédaction, j'avais quelque chose, puis je me suis dit, ben peut-être que ça peut servir à d'autres personnes de lire ça. Donc, c'est vraiment pas un essai biographique que j'ai fait pour me mettre de l'avant pour jouer du violon. C'est plus, je me dis, ben moi, ce que j'ai recueilli comme réflexion, comme apprentissage dans mon processus de deuil, il va peut-être servir à d'autres personnes. Puis c'est pour ça que j'ai livré ce récit-là. Puis évidemment, j'ai pas tout mis non plus dans le livre. Là. C'est pas un exercice de nudité. Et d'ailleurs, ta mère, il y a un cas effectivement personnel qui a vraiment eu des années extrêmement difficiles, de diverses dépendances, comme je disais, aussi une mort tragique, un suicide, même si au départ, on n'était pas trop certain. En fait, elle est morte seule de ses excès à certains égards. Tu abordes ton cas et tu l'as bien dit, aussi à l'aide de recherches sur la notion d'enfant parentalisé. Tu as été une bonne partie du temps la mère de ta mère. Oui, exactement. Puis c'est quelque chose que, la littérature scientifique en s'intéresse un peu à ça, la parentification des enfants. Ouais. Puis c'est quoi la parentification? Ben, c'est quand l'enfant prend le rôle du parent de son parent. Donc, c'est quelque chose qui est pas si rare que ça, c'est pas banal, mais c'est plus commun qu'on le croit. C'est une forme de proche aidance aussi. Hein? Là, on approche bientôt la Semaine nationale des proches aidants, mais quand on le vit, on n'en est pas conscient. Quand on est un enfant, ben nous, l'enfance qu'on vit, on pense que c'est l'enfance la plus normale parce qu'on n'a pas de comparable. Donc, c'est après qu'on réalise. Et dans la petite enfance, tu le confies dans le livre, tu as quand même eu une certaine stabilité. Là. Il y a peut-être le divorce là, qui a été, et ça, c'est le cas où plusieurs personnes se reconnaîtront. Il y a une rupture dans tous les sens du terme à ce moment-là. Oui, ben c'est sûr que, tu sais, quand on a 3-4 ans, on n'a pas encore la pleine conscience de ce qu'on vit. Hein. Je veux dire, on subit, on réagit beaucoup plus qu'on influence notre environnement, mais il y avait déjà, avec le recul, des signes que ça, c'était pour arriver, que ma mère était pas capable de prendre soin de moi comme elle aurait voulu ou comme elle aurait pu le faire, et là, ben mon père avait compensé, mais effectivement, dans mon cas, c'est quand mon père a choisi de quitter ma mère pour se protéger et dans l'objectif de me protéger de ses excès à elle, que c'est là où vraiment la dynamique familiale a changé. Et là, moi, ben j'ai comme été un peu préparée sans m'en rendre compte à prendre le rôle de ma mère, le rôle de la mère de ma mère. Et ça se traduit. Il y a une chose qu'une mère a pour ses enfants, et ça traverse ton livre. Moi, c'est absolument rien de comparable, mais j'ai, disons, accompagné ma mère dans les dernières années en raison de maladie d'Alzheimer. Et le mot
c'est culpabilité et inquiétude. Hein? C'est deux termes que les proches aidants ont souvent. Mais j'ai l'impression que ton adolescence, le début de ta vie adulte, a été sous le signe de l'inquiétude. Et c'est là que les ailes étaient attachées, en fait. Exactement. Tu mets les bons mots. Parce que, dans le fond, tu sais, on s'inquiète parce qu'on aime la personne. On sait que elle est à plusieurs risques. Moi, je veux dire, j'ai passé 18 ans de ma vie. Ben, peut-être pas 18 parce qu'à 7 ans, j'avais pas la même conscience, mais facilement une bonne douzaine d'années de ma vie à avoir peur de trouver ma mère décédée, qu'elle fasse irréparable. Donc, de me dire, ben là, est-ce qu'il y a quelque chose que je fais? Et je me rends compte que, comme adolescente et comme jeune adulte, parce que tu l'as dit, elle est décédée, j'avais 25 ans, il y a beaucoup de choses que je me suis empêchée de faire parce que j'avais peur de comment elle allait réagir. Par exemple, je pense d'aller étudier à l'étranger. Ben, je me suis dit, si je pars plusieurs mois, voire un an en Europe, ben ma mère, comment elle va faire sans moi? Est-ce que je serai pas là s'il arrive quelque chose? Et en fait, cette inquiétude-là mène à la culpabilité parce que dès qu'on essaye de penser à nous, on n'est pas comme ça. On a tendance à faire passer les besoins de l'autre avant et c'est là qu'on, finalement, on ressent de la culpabilité à penser à soi alors que c'est tout à fait normal et même que c'est sain. Et parce qu'il y avait au-delà effectivement de comportement ou de consommation, il y avait un trouble qui était là, le trouble de la personnalité limite, en fait, des gens qui sont assez doués pour le sabotage dans leur entourage, ces gens-là. Ben oui, puis malgré eux, parce que en tout cas, si je prends le cas de ma mère, parce que c'est le seul que je connais assez bien pour en parler publiquement, ma mère avait une soif d'amour insatiable et malheureusement, elle voulait être aimée, mais c'est qu'elle était incapable de penser qu'elle méritait de l'amour en même temps. Donc, si elle recevait de l'amour, pour elle, c'était pas vrai, c'était une illusion où ça allait finir par répéter d'en face. Donc, ce qu'elle faisait, ben, c'est qu'elle repoussait malgré elle les gens dont elle voulait l'amour. Finalement, ben, c'était une prophétie autoréalisatrice. Donc, elle se donnait raison qu'elle n'était pas de l'amour parce que l'amour restait pas. Donc, oui, c'est du sabotage. Oui, comme si elle voulait que le réel conforte le faible estime qu'elle avait d'elle. Donc, d'être aimée, c'est en dissonance cognitive, là, finalement. Ben, c'est ça. Puis c'est malheureux parce que, je veux dire, c'est sa maladie qui faisait ça. Mais si ma mère avait pu se voir à travers mes yeux, à travers les yeux de plein de personnes autour d'elle, elle aurait compris qu'elle n'a jamais manqué d'amour. Et voilà, et ça, c'est extrêmement... Puis je suis certaine qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître entre l'image publique, la sphère privée d'une personne. Ta mère, elle était vive d'esprit, elle avait beaucoup d'humour, tu le dis, elle écrivait des poèmes, t'en retranscris plusieurs à la fin du texte. Elle aimait la musique, la culture, donc c'était une femme attachante pour l'entourage. Alors toi, comme jeune, si par exemple les amis venaient à la maison, ça devait être très particulier de dire hey, ta mère elle est cool, alors que toi, tu sais tout ce que tu vis à l'intérieur. Ben, ces deux images-là, pour moi, sont pas irréconciliables parce que je veux dire, ma mère, la femme brillante, la belle femme, la femme charismatique, la femme intelligente, c'était elle que je voulais voir, c'était pour elle que je tenais bon parce que j'espérais, et l'enfant que j'étais, l'adolescente que j'étais, ben c'est sûr que ça, à un moment donné, j'ai compris que c'était pas ça, mais moi, je pensais que je pouvais aimer assez ma mère pour la guérir, pour qu'elle reste cette femme-là tout le temps, tu sais, que la femme blessée, souffrante, qui fait souffrir les autres, finisse par disparaître, là, un peu comme si c'était un dragon dans un conte de fées. Oui. Et t'es tellement bonne, Marie-Ève, je dois le dire, là, c'est pas de la flagornerie. T'es excellente pour mettre les mots aussi sur, autant en entrevue que dans le livre, sur ce sentiment et d'être transparente. Tu dis, il y a sans doute des zones d'ombre là, que tu ne dévoiles pas tout. On n'est pas dans le journal intime, dans ce livre, un jour, j'ai pu m'envoler. Mais il y a une grande transparence à reconnaître les traces que ça a laissé, même après le décès, c'est-à-dire tu as la trentaine aujourd'hui, tu travailles fort, tu es marié, tu as une belle vie, mais tu reconnais avec, je le disais, grande transparence que ton combat contre l'anxiété, par exemple, une forme de performance à tout prix, ça te suit, ça, dans ta vie adulte. Ben tout à fait. Puis en fait, de savoir d'où ça vient, pourquoi je suis comme ça, ben c'est un grand pas dans la façon de cohabiter avec ça, parce qu'on se leurra pas. Il y a des choses que j'ai héritées à la loterie génétique que je ne guérirai pas, puis je suis chanceuse de dire, puis j'ai drôle de dire ça, je suis chanceuse que j'ai un trouble d'anxiété parce que j'aurais pu effectivement développer un trouble de la personnalité limite ou autre chose qui aurait été encore plus difficile à vivre. Ouais. Mais c'est la question de comprendre puis de se dire, ben à un moment donné, tu sais, c'est correct aussi, puis on n'est pas parfait, puis
d'avoir de la compassion pour soi-même aussi. Tu sais, j'ai beaucoup de compassion pour ma mère parce que quand elle est décédée, moi, j'avais l'âge qu'elle avait quand elle m'a donné naissance. Oui. Donc, c'est comme un peu... moi, j'ai toujours pensé, parce que dans ma famille, les femmes donnaient naissance à peu près à 25 ans. Donc là, moi, quand j'étais petite, j'étais comme, je vais avoir un enfant à 25 ans. Puis finalement, ma mère est morte quand j'ai eu 25 ans. Et donc, en vieillissant, je me suis mis à avoir l'âge qu'elle avait dans les anecdotes que je raconte, donc dans mes souvenirs. Et cette maturité-là que je gagne, mon expérience de vie, m'a permis de voir ces situations-là à travers peut-être ses yeux de femme à elle, où elle était dans sa vie à ce moment-là, d'avoir une compréhension différente de ces événements-là. Et donc, ça m'a donné une espèce de compassion peut-être pour ce qu'elle vivait, puis ça me donne une compassion aussi envers moi, parce que en revisitant ces souvenirs-là avec mes yeux d'adulte, je me rends compte que comme enfant, je m'en étais mis beaucoup sur les épaules. Puis j'aurais aimé ça peut-être, tu sais, si je pouvais retourner dans le temps, me dire à moi, la petite Marie-Ève, t'es pas obligée d'accepter ça, t'es pas obligée de faire ça, tu sais. Donc, c'est de la compassion. Puis je pense que on a tendance à oublier qu'on était des enfants, les personnes parentifiées, puis on est très dur avec nous-mêmes. Et d'ailleurs, la Marie-Ève de 36, 37, 38 ans qui a repris ce manuscrit ou ce désir de mettre sur papier n'est pas la même non plus que celle de 25 ans qui a écrit les premières lignes le lendemain du décès ou presque, là. Ah non, absolument. Tu sais, je veux dire, ça a été un travail de longue haleine. Puis, tu sais, je dirais, quand j'ai commencé à écrire le jour maudit, le premier chapitre, c'est à 90% tel quel que je l'ai écrit en 2013. Mais après, je veux dire, j'ai réécrit des exemples, j'en ai ajouté, j'en ai effacé aussi, parce qu'il y a des choses que j'ai décidé de garder pour moi. Pourquoi? Ben, parce que de un, c'est ça, c'est ma vie privée, c'est mon histoire, c'est moi qui décide jusqu'où je suis prête à partager. Il y a aussi le fait que je pense que mon message passe très bien sans que j'aie besoin de mettre 50 exemples pour faire valoir mon point. Et aussi parce que je veux pas faire le procès de ma mère. Tu sais, c'est pas parce qu'elle est plus là que je veux la démoniser, si on veut. Au contraire, je vis très bien avec le fait que j'ai eu une mère qui était imparfaite, qui a été très dure envers moi, mais qui a aussi des beaux moments. Puis c'est ça que j'essaie de peut-être normaliser à travers mon livre, que c'est correct et c'est normal que ce soit pas tout blanc ou pas tout noir, tu sais, parce que dans des situations comme celle-là, on peut avoir tendance à dire, ben, tu vas accepter tout, ou tu sais, quand la personne décède, tu vas un peu l'idéaliser. La magnifier, oui, à travers ça. Oui, et dans d'autres cas, ben, il y a des gens qui vont couper les ponts, qui sont capables de couper les ponts et qui, là, cette personne-là ne veut plus jamais rien savoir d'elle. Tu sais, dans mon cas, le pont a été coupé quand ma mère est décédée, même si j'avais mis une certaine distance. Et c'est des émotions qui sont très contradictoires. D'aimer quelqu'un et d'haïr quelqu'un en même temps. Une personne avec qui on se fait toujours dire la relation avec la mère, c'est un amour pur, absolu et inconditionnel. Fait que ça peut être des émotions contradictoires qui sont difficiles à vivre pour des personnes. Et puis c'est ça que je voulais un peu normaliser aussi là, dans l'écriture de ce livre-là. Et on le disait en terminant, Marie-Ève Martel, on le disait en début d'entrevue, c'est un livre aussi pour les autres qui pourraient s'y reconnaître. Là, on se parle au moment où le livre a déjà s'est envolé, c'est le cas de le dire, déjà depuis près de 2 mois. Tu as une très belle couverture médiatique, d'ailleurs, nationale là, pour ce livre. Est-ce que tu as reçu beaucoup de témoignages de lecteurs, lectrices? Quelle vie a ton livre jusqu'à maintenant? Ben, écoute, c'est sûr que je peux pas parler de chiffre de vente parce que je ne les ai pas, puis c'est pas nécessairement le nombre d'exemplaires, mais les témoignages que je reçois, des gens qui, comme moi, étaient peut-être pas conscients qu'ils étaient parentifiés, d'autres personnes qui ont un parent plus âgé, mais qui ont vécu la même chose quand ils étaient jeunes, vraiment des gens qui se reconnaissent, qui, comme tu l'as dit tantôt, ont enfin des mots à mettre sur ce qu'ils ont vécu, parce que c'est pas facile des fois d'identifier tout ça. Et même des gens qui n'ont pas vécu ça, mais qu'on me dit que ça suscite une réflexion sur notre rapport à notre famille, à notre rapport à nous-mêmes aussi, tu sais, d'apprendre à se privilégier aussi, à se mettre de l'avant. Donc, j'ai des beaux témoignages très humains, j'ai fait des rencontres enrichissantes, c'est beau. Puis, je me dis, ben si je peux aider les gens à s'envoler à leur façon, ou à tout le moins les préparer à ça, ben ça sera mission accomplie. Et comme autrice, bon, il y a les salons du livre.